Dans le restaurant le plus exclusif de Paris, tous redoutaient Madame Dubois, la mère du magnat le plus influent du pays. Mais ce soir-là, une simple serveuse allait oser ce que personne n'avait osé depuis des décennies, la regarder dans les yeux et lui dire la vérité. Le bruit du verre brisé sur le sol de marbre fit retenir son souffle à la cinquantaine de personnes présentes. Mais ce n'est pas le bruit qui figea le temps, c'est ce qui suivit. Le silence mortel de Madame Dubois se levant de sa chaise, ses yeux gris qui avaient jadis anéanti des empires économiques désormais fixés sur moi. J'avais 3 secondes pour décider si je voulais conserver mon travail ou ma dignité. J'ai choisi la dignité. « Madame Dubois », dis-je, ma voix sonnant plus ferme que mes mains tremblantes ne le suggéraient. « Servez-vous vous-même votre verre. » Le restaurant La Perle Noire n'avait jamais connu un silence aussi absolu. On n'entendait même pas le tintement des couverts. 60 paires d'yeux me fixaient comme si je venais de signer mon arrêt de mort. Car dans cette ville, contredire Madame Dubois n'était pas une erreur, c'était la ruine professionnelle assurée. Laissez-moi remonter 3 heures en arrière, à l'époque où ma vie avait encore un sens. Il était 18 lorsque j'arrivais au restaurant, traînant mon uniforme bordeaux qui portait déjà les stigmates de trop nombreux lavages. Le gérant, M. Ruiz, m'intercepta à l'entrée de service avec ce regard qui signifiait des ennuis. « Marina, table 12, c'est toi qui t'en occupes. » Mon estomac se serra. La table 12 était la seule du restaurant à avoir son propre lustre en cristal. Des couverts en argent massif et une vue directe sur le jardin privé. On la réservait uniquement pour une personne. « Elle », murmurai-je. Ruiz hocha la tête. Sa moustache frémit légèrement. Madame Dubois est arrivée il y a 10 minutes avec son fils Gabriel et elle a déjà fait pleurer 2 serveuses. Il s'approcha, baissant la voix. « Marina, j'ai besoin que tu sois invisible. Servez, souriez. Et pour l'amour du ciel, ne la regardez pas directement dans les yeux. » La dernière serveuse qui l'a fait. Il s'interrompit. Disons qu'elle travaille maintenant à nettoyer les toilettes de la gare routière. J'acquiesçai, bien qu'une pression s'intensifiât dans ma poitrine. Cela faisait 6 mois que je travaillais à la Perle Noire. 6 mois que j'évitais cette situation précise. Mais l'univers a un sens de l'humour cruel. Lorsque je m'approchai de la table 12, la première chose que je vis fut son dos. Madame Dubois avait 63 ans, mais sa posture était d'acier. Des cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, une robe noire signée Chanel qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel, et ses mains, mon Dieu, ses mains ornées de bagues en diamant qui brillaient comme des avertissements. À sa droite, son fils Gabriel, 35 ans, héritier de l'Empire Dubois, et avec un regard que je reconnus immédiatement. Une honte contenue. Je l'avais déjà vu chez d'autres enfants de familles puissantes. Cette expression de celui qui sait que sa mère est un monstre, mais qui est trop effrayé ou trop confortablement installé pour y faire quoi que ce soit. « Bonsoir », dis-je de ma meilleure voix professionnelle, posant les menus sur la table. « Bienvenue à la Perle Noire. Je suis Marina, et je serai votre... »« L'eau est tiède », m'interrompit Madame Dubois, sans même me regarder. Sa voix était froide, précise, comme un scalpel. « Est-ce que dans ce restaurant, on ne sait pas que l'eau doit être servie à 4 degrés Celsius ?» Je regardais le verre. Je pouvais voir les gouttes de condensation sur la paroi. L'eau était parfaitement froide. « Pardon, madame. Je vous apporte. » Et la fourchette, qu'elle souleva avec 2 doigts comme si c'était un objet contaminé. « Elle a une tache microscopique. Vous ne vérifiez pas ça ?» Gabriel s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. « Maman, s'il te plaît. »« Silence, Gabriel. » Le mot sortit comme un coup de fouet. « Je ne t'ai pas demandé ton avis. » Elle se tourna vers moi et pour la première fois elle me regarda. Vraiment. Ses yeux gris parcoururent mon uniforme usé, mes cheveux tirés en une simple queue de cheval, mes vieilles chaussures que j'avais polies 3 fois ce matin pour essayer de les rendre présentables. Et dans son regard, je vis pire que du mépris. Je vis le vide, comme si j'étais si insignifiante que je ne méritais même pas son dédain. « Apportez tout de neuf », ordonna-t-elle. « L'eau, les couverts, les assiettes, tout. Et quand vous reviendrez, assurez-vous de ne pas respirer près de la nourriture. Je ne sais pas quel parfum bon marché vous utilisez, mais c'est offensant. Je ne portais pas de parfum. Je ne pouvais pas me le permettre. Tout de suite, madame. » Je me retournai, sentant les regards des autres tables. Tout le monde avait entendu. Dans la cuisine, le chef Marco me vit entrer et secoua la tête. « Qu'est-ce qu'elle veut encore, cette sorcière ?» Tout de neuf. Mes mains tremblaient pendant que je rassemblais les couverts propres. Elle dit que l'eau est tiède et que mon parfum est offensant. « Tu ne portes pas de parfum ?» Marco fronça les sourcils. « Je sais. » Je retournai à la table 12 avec un plateau tout neuf. Chaque pas était comme une marche vers l'échafaud. Je posai l'eau fraîche, les nouveaux couverts, les assiettes immaculées.
Je me déplaçais comme un fantôme, exactement comme Ruiz me l'avait demandé. « Vous êtes prêt à commander ?» demandai-je. Madame Dubois n'ouvrit même pas le menu. « Gabriel commandera le filet de bœuf Wellington. Je prendrai la salade niçoise, mais sans anchois, sans olives, sans œufs. Et je veux que le thon soit saisi exactement 45 secondes de chaque côté. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Avez-vous compris ou faut-il que je vous l'écrive? J'ai parfaitement compris, madame. On verra. » Les 40 minutes suivantes furent une leçon magistrale d'humiliation systématique. Chaque fois que je m'approchais de la table, Madame Dubois trouvait quelque chose de nouveau à critiquer. Le pain était trop chaud, le beurre trop froid, les bougies trop brillantes, ma façon de marcher trop brillante, mes excuses trop fréquentes, mon silence trop grossier. Gabriel ne dit pas un mot pour sa défense. Il regardait son assiette, coupant sa viande en carrés parfaits, mâchant en silence, tandis que sa mère détruisait ma dignité pièce par pièce. Mais ce qui me brisa vraiment, ce ne fut rien de tout cela. Ce fut lorsque j'apportais sa salade. Je l'avais vérifié 3 fois en cuisine. Le chef Marco avait personnellement chronométré la saisie du thon exactement 45 secondes par côté. La présentation était parfaite. Je posais l'assiette devant elle, les mains ne tremblaient plus de nervosité, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre. Madame Dubois regarda la salade, prit sa fourchette, coupa un morceau de thon, le porta à sa bouche, mâcha lentement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Et puis, d'un mouvement délibéré et calculé, elle recracha la nourriture dans sa serviette. « Il est sec », déclara-t-elle. « Absolument inacceptable. Il n'était pas sec, je le savais. Marco le savait, Gabriel le savait. Tout le monde dans ce maudit restaurant le savait. Mais il ne s'agissait pas de la nourriture. Il ne s'était jamais agi de la nourriture. Il s'agissait de pouvoir. Le genre de pouvoir qu'on exerce quand on s'ennuie tellement de sa vie parfaite que son seul divertissement est de détruire les gens qui ne peuvent pas se défendre. « Je vais vous préparer une autre salade. » Je commençais. « Non. » Madame Dubois se renversa sur sa chaise, un petit sourire courbant ses lèvres rouges sombres. « Je veux parler au gérant. Je veux qu'ils sachent le type de service médiocre qu'ils offrent. Et je veux, » elle fit une pause, savourant chaque mot, « que vous soyez renvoyés ici, maintenant, devant tout le monde. » Le restaurant était retombé dans ce silence. Ce silence de spectateurs attendant de voir du sang. « Maman, c'est excessif. » Gabriel trouva enfin sa voix, mais elle était faible, pathétique. « Je t'ai dit de te taire, Gabriel. » Madame Dubois ne le regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur moi, attendant de me voir supplier, pleurer, m'effondrer. Et quelque chose en moi se brisa, mais pas de la manière qu'elle attendait. « Vous savez quoi, Madame Dubois? Les mots sortirent avant que je ne puisse les arrêter. Vous avez raison, cela l'a pris par surprise. Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Oui, vous avez raison. » répétai-je. Et maintenant ma voix était plus forte, plus claire. Ce service est inacceptable car un service vraiment bon ne devrait pas inclure d'avoir à supporter une cliente qui traite les êtres humains comme des déchets. Le silence était maintenant absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Madame Dubois pâlit, puis devint rouge, se leva lentement de sa chaise, et c'est à ce moment-là que sa main balaya la coupe d'eau de la table. Le cristal explosa contre le marbre, avec ce son que je n'oublierai jamais. « Comment osez-vous » Sa voix était du poison pur. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?»« Oui, dis-je. » Et maintenant les larmes étaient dans mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur, c'étaient des larmes d'années de rage contenues, des années à voir des gens comme elle détruire des gens comme moi. Je sais exactement qui vous êtes. Vous êtes Madame Dubois, la femme qui a construit un empire sur le dos d'employés qu'elle n'a jamais appris à voir comme des personnes. La femme que tout le monde craint, mais que personne ne respecte. La femme qui a élevé un fils si terrifié d'elle qu'il ne peut même pas défendre ce qui est juste quand il le voit. Gabriel s'était levé. Son visage était un masque de choc. Marina, la voix de Ruiz venait de quelque part derrière moi, teintée de panique, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les écluses s'étaient ouvertes. Et savez-vous ce qu'il y a de plus triste, Madame Dubois? C'est que vous avez tout l'argent du monde, tout le pouvoir, toutes les opportunités que quelqu'un pourrait désirer. Et pourtant, la seule chose que vous savez faire avec tout cela, c'est rendre les gens qui ont le malheur de croiser votre chemin petit. Madame Dubois me regardait comme si j'étais une sorte d'insecte qui venait de parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. « Alors oui, continuai-je. Et maintenant je ne m'en souciais plus. Mon travail était perdu de toute façon. Servez-vous vous-même votre verre, parce que pour une fois dans votre vie privilégiée, faites quelque chose pour vous-même, au lieu d'espérer que le reste du monde s'agenouille à vos pieds.
Le restaurant entier avait arrêté de faire semblant de ne pas regarder. Nous observions tous la bouche ouverte. Même les autres serveurs étaient sortis de la cuisine. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une femme à la table 5 commença à applaudir, puis une autre personne à la table 8, ensuite un homme d'affaires à la table 3. En quelques secondes, tout le restaurant applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement poli, c'était un applaudissement de libération de chaque personne qui avait jamais été humiliée par quelqu'un avec de l'argent et du pouvoir, de chaque employé qui avait dû mordre sa langue, de chaque être humain qui avait rêvé de dire exactement ce que je venais de dire. Madame Dubois, pour la première fois depuis ce qui semblait être des décennies, fut complètement sans voix. Mais alors que les applaudissements continuaient, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Gabriel Dubois me regardait, et dans ses yeux, il n'y avait pas de colère. Il y avait quelque chose de plus troublant. Il y avait des larmes. « Mon père », dit-il à voix basse. Mais dans le silence qui suivit les applaudissements, tout le monde l'entendit. « Mon père est mort il y a 6 mois. Savez-vous quelles furent ses dernières paroles ?» Il se tourna vers sa mère. Il dit « Gabriel, ne laisse pas ta mère devenir le monstre que je crains qu'elle ne soit déjà. » Madame Dubois recula comme si elle avait été frappée. « Gabriel, je suis arrivé trop tard, papa. » Continua Gabriel, et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. « Je suis arrivé 35 ans trop tard. » Il me regarda à nouveau. « Mais cette femme, cette serveuse que vous ne connaissez même pas, a eu le courage que je n'ai jamais eu. » Elle sortit son portefeuille et posa plusieurs billets sur la table. Assez d'argent pour payer la note 10 fois. « Partons, maman. » Mais Madame Dubois ne bougeait pas. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle enfin. Sa voix à peine un murmure. « Marina Castillo. » Je hochai lentement la tête, comme si j'étais en train de mémoriser le nom. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Gabriel la suivit, mais avant de sortir, il s'arrêta à côté de moi. « Merci, murmura-t-il, pour avoir fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Et puis, ils partirent. Le restaurant explosa en conversation. Ruiz s'approcha de moi. Son visage était un mélange d'admiration et de terreur absolue. « Marina, ce fut la chose la plus courageuse et la plus stupide que j'ai jamais vue. »« Je sais, » dis-je, et pour la première fois depuis des années, je souriais vraiment. Je suis renvoyé. Deimo, andiala vicio, andasi, probablement. La famille Dubois possède la moitié de cette ville. Ils pourraient détruire ce restaurant d'un simple coup de fil. J'acquiesçais. Je savais que des conséquences viendraient, mais pour la première fois de ma vie, j'avais dit la vérité entière, sans filtre, sans peur, et cela me donnait un sentiment de liberté. Ce que je ne savais pas, ce que nous ne savions pas, c'est que ce n'était que le début, car Madame Dubois n'était pas le genre de femme à laisser les choses en suspens. Et j'étais sur le point de devenir son projet le plus intéressant depuis des années. 3 jours après l'incident, ma vie était un chaos contrôlé, ou plutôt un chaos sans aucun contrôle. La vidéo était apparue sur Internet exactement 10 à 8 heures après cette nuit-là. Quelqu'un dans le restaurant avait tout filmé. Je ne savais pas qui, et honnêtement, je ne m'en souciais plus. Le titre était dramatique et parfaitement conçu pour devenir viral. Une serveuse met à terre une milliardaire avec la vérité. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. 19. I wanted 19 the role. 3 millions de vues le premier jour. 7 millions le deuxième jour. Au 3e jour, elle avait dépassé les 15 millions et était sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'étais devenu un mème, un symbole, tout sauf ce que j'étais réellement. Une femme de 28 ans qui venait de perdre son emploi et qui était à 2 semaines de ne plus pouvoir payer son loyer. Ruiz m'avait appelé le lendemain matin de l'incident. Sa voix tremblait. « Marina, je suis vraiment désolé. Les propriétaires. La famille Dubois a des investissements dans le groupe qui possède la Perle Noire. On m'a ordonné de vous licencier immédiatement. Je ne peux même pas vous donner une lettre de recommandation. Je suis tellement désolé. Je ne l'en voulais pas. Je savais comment fonctionnait ce monde. Les puissants écrasaient, et le reste d'entre nous apprenait à esquiver ou mourions en essayant. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le 2e appel. Il est arrivé 2 heures plus tard, d'un numéro privé. Marina Castillo. La voix était masculine, professionnelle, froide. Oui, ici Ricardo Fuentes, directeur des ressources humaines du groupe Dubois. Je crains devoir vous informer que vous avez été ajouté à une liste noire dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration de la ville. Aucun restaurant, hôtel, café ou établissement similaire
ne vous embauchera. Ceci est effectif immédiatement. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Une liste noire, c'est légal, ça? C'est une recommandation privée entre entreprises associées. Bonjour, mademoiselle Castillo. Clic. Et ainsi, en moins de 24 heures, j'étais passé d'une serveuse anonyme à une paria professionnelle avec une vidéo virale que tout le monde célébrait, mais que personne ne voulait associer à son entreprise. L'ironie ne m'échappa pas. Maintenant, 3 jours plus tard, j'étais assise dans mon petit appartement d'une pièce, regardant mon ordinateur portable avec un mélange de fascination et d'horreur. Les commentaires sur la vidéo étaient accablants. Reine absolue, comme ça qu'on fait. Enfin quelqu'un qui dit ses vérités à ces gens. Où puis-je faire un don pour aider cette fille? Ils vont la détruire. Madame Dubois est une vipère. Ma cousine a travaillé pour elle, et elle la faisait pleurer tous les jours. Le fils qui pleurait m'a brisé. Imaginez avoir une mère pareille. Il y en avait des milliers d'autres. Certains me défendaient. D'autres disaient que j'avais été irrespectueuse et que je méritais ce qui m'était arrivé. Quelques-uns, les plus effrayants, avaient trouvé mon adresse et l'avaient publiée dans les commentaires. Toc toc toc. Mon cœur s'arrêta. Je ne m'attendais à aucune visite. Jamais. Mon appartement était au 4e étage sans ascenseur, dans un immeuble qui avait vu des jours meilleurs dans les années 80. Les seules personnes qui frappaient à ma porte étaient le propriétaire quand il voulait le loyer ou les livreurs de repas qui se trompaient d'adresse. Toc toc toc, plus insistant. Cette fois, je me levais du canapé-lit, qui servait aussi de salle à manger et de bureau, et m'approchais de la porte. Il y avait un Judas, mais il était si rayé qu'on voyait à peine à travers. « Qui est là ?» demande commandage, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « Mademoiselle Castillo, nous devons parler. » C'était une voix féminine, cultivée, avec un accent que j'avais entendu dans les hautes sphères de la ville. Mon estomac se serra. « Je ne suis pas intéressé par des interviews, dis-je. J'ai déjà refusé 3 émissions de télévision. Je ne suis pas journaliste. Je suis Elisa Cortázar, avocate. Je représente Madame Adriana Dubois. » Le monde pencha légèrement. J'ouvris la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. À travers la fente, je vis une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur-pantalon gris perle, qui coûtait probablement plus que 6 mois de mon ancien loyer. Elle portait une mallette en cuir et une expression qui ne révélait absolument rien. « Que voulez-vous » demandai-je. « 5 minutes de votre temps, s'il vous plaît. » Ce n'était pas une supplique, c'était une déclaration de fait, comme si mon accord était une simple formalité. Contre tous mes instincts de survie, j'ouvris la porte. Elisa Cortázar entra dans mon appartement avec la même expression qu'elle aurait probablement utilisée pour entrer dans une salle de conseil ou un tribunal. Ses yeux balayèrent l'espace en 2 secondes. La cuisine, qui n'était essentiellement qu'une plaque électrique et un mini-réfrigérateur, le canapé-lit replié contre le mur, la petite table avec mon ordinateur portable entouré de tasses de café vides, la fenêtre donnant sur une ruelle où les chats se battaient pour les poubelles chaque nuit. Elle ne dit rien sur l'appartement, des points pour elle. « J'irai droit au but, mademoiselle Castillo », dit-elle en posant sa mallette sur ma table et en sortant un dossier. « Ma cliente, Madame Adriana Dubois, souhaite vous faire une proposition. » Je faillis rire. Une proposition. Sa cliente me met sur liste noire et maintenant elle veut me faire une proposition. Précisément. Elisa ouvrit le dossier, révélant des documents parfaitement organisés. Madame Dubois reconnaît que ses actions ont pu être excessives. La liste noire sera retirée de manière effective aujourd'hui à 10 sept. De plus, vous recevrez une compensation de 50 000 € pour la perte de votre emploi et les dommages à votre réputation professionnelle. 50 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. « Quel est le piège ?» demandai-je. Parce qu'il y avait toujours un piège avec des gens comme Madame Dubois. Elisa sourit légèrement. C'était un sourire qu'elle avait pratiqué dans des facultés de droit coûteuses et perfectionnées, dans des salles de conseil où les destins se décidaient. Madame Dubois souhaite que vous travailliez pour elle. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Pardon, fut tout ce que j'ai pu articuler, en tant que son assistante personnelle. Salaire initial de 10 000 € par an, plus tous les avantages, logement inclus, et une prime de signature supplémentaire de 30 000 €. Elisa glissa un contrat sur la table. C'est une offre extrêmement généreuse. C'est de la folie, dis-je, retrouvant ma voix. Votre cliente me déteste. Je l'ai confrontée publiquement, je l'ai humiliée. Pourquoi diable voudrait-elle que je travaille pour elle? Pourquoi? Dit une voix depuis la porte, une voix que je reconnus immédiatement. Vous êtes la première personne en 30 ans qui m'ait dit la vérité. Je me retournai si vite que je faillis perdre l'équilibre. Madame Dubois était debout sur le seuil de mon appartement,
Je ne savais pas comment je ne l'avais pas entendue monter les escaliers. Je ne savais pas comment elle avait franchi la porte d'entrée de l'immeuble qui demandait soi-disant un code. Je ne savais rien. Sauf que soudainement, la femme la plus puissante de la ville était dans mon petit appartement, me regardant avec ses yeux gris qui avaient hanté mes cauchemars pendant 3 nuits, mais il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose que je n'avais pas vu au restaurant. Elle semblait fatiguée. Les rides autour de ses yeux étaient plus prononcées. Son maquillage parfait ne pouvait pas complètement cacher les cernes, et sa posture, bien qu'encore droite, portait un poids invisible sur ses épaules. « Madame Dubois », dis-je, et je détestais que ma voix sonne tremblante. « Marina ». Mon nom sonna étrangement sur ses lèvres. « Je peux partir si vous voulez. Elisa peut gérer les détails. Mais je suis venu personnellement parce que vous aviez besoin de voir que ce n'est pas un piège. »« Ce n'est pas un piège », répéta-t-elle, retrouvant quelque chose de mon courage précédent. « Vous avez détruit ma carrière en moins de 24 heures. Vous m'avez rendu intouchable dans toute la ville. Et maintenant vous voulez que je croie que c'est quoi? Un acte de bienveillance. » « Non, » dit Madame Dubois, et à ma surprise totale, elle entra dans l'appartement et ferma la porte derrière elle. « C'est de l'égoïsme pur. Cela m'a arrêté. » Elle s'approcha de la fenêtre, regardant vers la ruelle. Quand elle parla à nouveau, sa voix était différente, plus douce, presque humaine. Cette vidéo a eu 15 millions de vues. Je l'ai vue 143 fois. Elle se retourna pour me regarder. Savez-vous combien de personnes dans ma vie m'ont parlé ainsi, avec cette honnêteté brutale, cette vérité sans filtre? Je n'ai aucune idée, zéro. Jusqu'à vous. Elle ôta ses gants en cuir lentement, un geste qui semblait plus vulnérable qu'il ne le devrait. Mon mari est mort il y a 6 mois. Hector. Nous étions mariés depuis 40 ans et sur son lit de mort, savez-vous ce qu'il m'a dit? Je ne répondis pas. Je ne savais pas si je devais. Il m'a dit que je m'étais perdu, que la femme dont il était tombé amoureux avait disparu il y a si longtemps, qu'il ne pouvait même plus se souvenir du son de son rire. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes, de quelque chose de plus dur. Il m'a dit que j'étais devenu exactement ce que je craignais le plus, ma propre mère. L'air dans l'appartement semblait lourd, chargé de vérités que je n'étais pas sûr de vouloir entendre. Pendant 6 mois, continua Madame Dubois, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. J'ai analysé chaque décision que j'ai prise, chaque mot que j'ai dit, chaque personne que j'ai blessée sur mon chemin vers le succès, et je n'ai pas trouvé de réponse parce que tout le monde autour de moi me dit ce que je veux entendre. Ils me disent que je suis brillante, puissante, inspirante. Mais vous savez que ce n'est pas vrai, dis-je à voix basse. Je sais que ce n'est qu'une partie de la vérité, la partie pratique. Elle me regarda directement. Et puis, vous êtes arrivée, une serveuse de 28 ans qui n'avait rien à gagner et tout à perdre. Et pourtant, vous m'avez dit exactement ce que personne d'autre n'ose dire, et vous m'avez détruite pour cela. Oui, elle ne le nia pas. Je ne m'excuse pas, car c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Quelqu'un me défie et j'écrase. C'est un instinct à ce stade, automatique. Et maintenant, quoi? Demandai-je. Voulez-vous que je sois votre conscience personnelle, votre miroir de vérités inconfortables? Je veux, dit Madame Dubois, et il y avait maintenant quelque chose de presque désespéré dans sa voix. Que quelqu'un m'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Gabriel me regarde avec peur. Mes employés m'évitent. Mes amis ne sont que des gens qui veulent quelque chose de moi. Et je suis seul dans un manoir de 20 pièces, en train de devenir lentement le genre de personne que même mon fils ne peut pas aimer. Le silence qui suivit fut rompu par Elisa, qui avait observé le tout avec une expression professionnellement neutre. « Le contrat est d'1 an, dit-elle, revenant aux détails pratiques. Avec une clause de sortie mutuelle après 3 mois, les 2 parties convenant que cela ne fonctionne pas. Confidentialité complète, bien sûr. Je regardais le contrat. Les chiffres dansaient devant mes yeux. 120 000 € par an, 30 000 € de bonus, 50 000 € de compensation. C'était un total de 200 000 €. C'était une vie complètement différente. C'était aussi potentiellement un piège doré. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demandai-je directement à Madame Dubois. « Vous avez démontré exactement de quoi vous êtes capable quand quelqu'un vous défie. Vous ne devriez pas me faire confiance, » répondit Madame Dubois avec une honnêteté surprenante. « Vous devriez y aller les yeux complètement ouverts, sachant que je suis difficile, exigeante, et que je rendrai probablement votre vie misérable au moins la moitié du temps. Et l'autre moitié. Pour la première fois, je vis quelque chose qui aurait pu être un vrai sourire sur son visage. L'autre moitié, vous apprendrez comment le monde fonctionne réellement au sommet. Vous rencontrerez des gens qui peuvent ouvrir des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Et qui sait,
Son expression s'adoucit légèrement. Peu. Être que nous apprendrons toutes les deux quelque chose. Je regardais Elisa, qui gardait son expression parfaitement neutre. Je regardais le contrat avec tous ses zéros. Je regardais mon appartement minuscule avec son canapé-lit et sa vue sur la ruelle. Et je regardais Madame Dubois, cette femme complexe et brisée qui avait été ma méchante personnelle 3 jours auparavant. J'ai besoin de 24 heures pour y réfléchir, dis-je finalement. Bien sûr. Elisa ferma sa mallette avec un clic satisfait. Mon numéro est en première page du contrat. Appelez avant 10 sept demain. Madame Dubois mit ses gants, se préparant à partir, mais s'arrêta à la porte, me regardant une dernière fois. Marina, je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande même pas de m'aimer. Je vous demande juste de considérer que juste peut être, nous pourrions toutes les deux bénéficier de cette folie. And then I place of in the yeso, and then I meet it, place of keeple. Et puis, elle partit, laissant derrière elle l'odeur de son parfum cher et un contrat qui pouvait changer ma vie. Je m'assis sur mon canapé-lit pendant des heures après leur départ, regardant les papiers. Mon téléphone ne cessait de sonner avec des messages d'amis qui avaient vu la vidéo, de reporters qui voulaient des interviews, d'étrangers sur Internet qui avaient des opinions sur ma vie, mais il y avait un message qui me fit m'arrêter. C'était d'un numéro inconnu. C'est Gabriel. J'ai eu ton numéro via... Bon, peu importe comment. Je voulais juste te dire, si tu décides de travailler pour ma mère, fais attention. Mais aussi, merci. Pour la première fois depuis des années, elle s'est vraiment regardée dans le miroir. Quoi qu'il arrive ensuite, tu as déclenché quelque chose. Je regardais par ma fenêtre vers la ruelle où 2 chats se battaient pour un vieux morceau de pizza. Je pensais à Hector Dubois, un homme qui avait passé 40 ans à voir sa femme devenir quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Je pensais à Gabriel, un fils qui aimait sa mère, mais craignait de devenir elle. Et je pensais à moi, à l'enfant qui avait grandi dans des quartiers comme celui-ci, qui avait travaillé 3 emplois pour payer l'université, qui avait appris que la dignité était parfois la seule chose qu'il ne pouvait pas vous enlever. J'étais prête à risquer cette dignité pour 200 000 € et la vague promesse d'apprendre quelque chose. Mon téléphone sonna de nouveau. C'était mon propriétaire. Marina, j'ai besoin de parler avec toi de votre loyer en retard. Demain sans excuse. Je regardais le contrat. Parfois, l'univers ne vous donne pas un choix clair entre le bien et le mal. Parfois, il vous donne juste un choix entre survivre ou couler avec votre fierté intacte. Et j'avais toujours été une survivante. Le manoir Dubois n'était pas une maison. C'était une déclaration de guerre contre l'humilité. J'ai passé les énormes portes en fer forgées à exactement 7 du matin, comme Elisa me l'avait instruite. Un chauffeur silencieux m'avait ramassé à mon appartement 30 minutes plus tôt, conduisant une Mercedes noire qui sentait le cuir neuf et l'argent ancien. Il ne m'avait pas parlé, il ne m'avait même pas regardé par le rétroviseur. Apparemment, c'était le ton que je devais attendre. L'allée serpentait à travers des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un magazine européen. Des fontaines en marbre, des haies parfaitement taillées en forme géométrique, des statues qui valaient probablement plus que toute ma vie. Et au bout de tout cela, le manoir, 3 étages d'architecture néoclassique avec des colonnes blanches, des balcons en fer forgé et suffisamment de fenêtres pour que le soleil ne trouve jamais un coin sombre où se cacher. Mademoiselle Castillo. Une femme apparut à la porte principale, avant même que je ne puisse sonner. Elle avait une 50aine d'années, des cheveux gris tirés en un chignon sévère, et portait une simple robe noire qui criait « J'ai vu des choses qui vous feraient démissionner dès votre premier jour. Je suis Teresa Molina, chef du personnel. Suivez-moi. » Il n'y eut pas de bienvenue, pas de félicitations pour le travail. Juste un « Suivez-moi » qui laissait clairement entendre qu'ici, on ne perdait pas de temps en courtoisies inutiles. L'intérieur était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des sols en marbre qui reflétaient tout comme des miroirs. Un escalier courbe qui montait majestueusement vers les étages supérieurs, des lustres en cristal qui nécessitaient probablement une équipe entière juste pour être nettoyés. De l'art au mur que je reconnaissais de mes cours d'histoire de l'art. Un Monet, un Renoir, un putain de Picasso dans le couloir, comme si c'était une simple affiche. « Madame Dubois vous attend dans son bureau », dit Teresa en montant l'escalier. « Elle est arrivée à 5 du matin. Vous devrez être disponible à partir de 6h30. Compris ? Ce n'est pas compris, mademoiselle Castillo. C'est une réalité non négociable. Madame Dubois n'accepte aucun retard, aucune excuse, aucune incompétence. C'est clair ? Cristallin. Teresa s'arrêta devant une porte en bois sombre incrustée de ce qui semblait être de l'or véritable. Elle frappa 2 fois, attendit exactement 3 secondes et ouvrit. « Madame Dubois, mademoiselle Castillo est arrivée. »
Le bureau était de la taille de mon ancien appartement multiplié par 4. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Des bibliothèques en acajou remplies de volumes qui semblaient plus de la décoration que de la vraie lecture. Et au centre, derrière un bureau qui avait probablement appartenu à quelque magnat du 19e siècle, se trouvait Adriana Dubois. Elle ne me regarda pas immédiatement. Elle écrivait quelque chose sur une tablette, ses doigts bougeant avec une précision qui parlait de décennies de pratique. Elle portait un tailleur blanc immaculé qui contrastait dramatiquement avec ses cheveux argentés. Pas un pli, pas un cheveu hors de place. 10 secondes passèrent, 20, 30. Finalement, elle leva les yeux. « Vous arrivez à l'heure », dit-elle, comme si c'était à peine acceptable. « C'est plus que ce que je peux dire de votre prédécesseur. Elle a tenu 4 jours avant de démissionner en pleurant. »« Bonjour à vous aussi », répondis-je, et je vis le plus infime éclat de quelque chose dans ses yeux. Amusement, irritation, impossible à dire. « Asseyez-vous. » Elle désigna une chaise devant son bureau. « Nous avons beaucoup à couvrir et peu de temps pour le faire. » Je m'assis, le dos droit. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir intimidé, bien que mon cœur batte comme un tambour de guerre. « Votre rôle, » commença Madame Dubois, « n'est pas d'être mon amie, pas d'être ma confidente, pas de me faire me sentir mieux dans ma peau. Votre rôle est de garder ma vie organisée, d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. » Et elle fit une pause, ses yeux fixés dans les miens, et de me dire quand je suis sur le point de faire quelque chose qu'Hector aurait détesté. Ce dernier point me prit par surprise. « Pardon, vous avez bien entendu. » Elle se renversa sur sa chaise. « Mon mari avait une boussole morale que j'ai perdue quelque part au cours des 20 dernières années. Vous avez prouvé au restaurant que vous en aviez une. J'en ai besoin. »« Je ne suis pas votre conscience louée, » dis-je prudemment. « Vous n'êtes pas mon assistante qui a par hasard la colonne vertébrale que la plupart des gens dans ma vie ont perdue il y a bien longtemps. » Elle se leva, marchant vers les baies vitrées. « Aujourd'hui, j'ai 4 réunions. Une avec le conseil d'administration de l'hôpital pour enfants que ma famille a fondé, une autre avec les investisseurs du nouveau développement immobilier dans le quartier historique. Ensuite, déjeuner avec la mère, et enfin un appel vidéo avec nos partenaires à Singapour. » Elle sortit un dossier de son bureau et le glissa vers moi. « Lisez ceci. Ce sont les antécédents de chaque réunion. Vous avez 20 minutes. » J'ouvris le dossier. Il y avait au moins 100 pages d'informations denses. Rapports financiers, biographie de personnes clés, analyse de marché, projection. Ma tête commença à tourner. « 20 minutes, répétai-je. « 18 maintenant, dit-elle, regardant sa montre. Le temps court. Les 18 minutes suivantes furent une rafale d'informations que je pus à peine traiter. J'appris que l'hôpital pour enfants était en crise financière, que le développement immobilier menaçait de déplacer des centaines de familles à faible revenu, que la mère faisait pression pour des réglementations qui affecteraient les affaires Dubois, que les partenaires à Singapour envisageaient de se retirer d'un accord de 50 millions de dollars. Quand Adriana revint, j'avais un mal de tête massif et j'avais pris des notes frénétiques dans un carnet que Teresa m'avait donné. « Résume », ordonna Adriana. 30 secondes. Je pris une profonde inspiration. « L'hôpital a besoin d'argent, mais vous ne voulez pas simplement signer un chèque parce que cela établirait un précédent. Le développement immobilier est rentable, mais éthiquement discutable. La mère veut quelque chose de vous et vous voulez quelque chose d'elle. Singapour est un test de pouvoir, et celui qui clignera des yeux, le premier perdra. » Adriana m'étudia pendant un long moment, puis, à ma surprise totale, elle sourit. Un petit sourire, mais réel. « Hector aurait dit exactement cela, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. « Bien, allons-y. » La première réunion fut avec le conseil de l'hôpital. 8 personnes autour d'une table de conférence dans l'aile et du manoir. Tous impeccablement vêtus, tous avec des expressions soigneusement neutres, tous clairement terrifiés par Adriana. Mon rôle était simple, m'asseoir sur une chaise contre le mur, prendre des notes et rester invisible. Pendant 40 minutes, j'écoutais pendant qu'ils discutaient de chiffres, de projections, de réduction de budget. L'hôpital avait besoin de 2 millions d'euros pour rester ouvert une année de plus. Adriana leur offrit 500 000 euros avec des conditions strictes. Réduction du personnel, fermeture de 2 salles, augmentation des tarifs. Cela signifie que les familles les plus pauvres ne pourront pas se permettre le traitement, dit l'un des membres du conseil, un docteur d'une 60aine d'années à l'expression inquiète. Alors l'hôpital fermera complètement et personne ne recevra de traitement, répondit froidement Adriana. C'est de l'économie de base, docteur Herrera. C'est inhumain, murmura-t-il. Le silence dans la pièce était absolu.
Tous regardaient Adriana, attendant l'explosion. La destruction du docteur Herrera. Et puis, je sentis quelque chose. Ce même feu que j'avais ressenti au restaurant, cet élan qui m'avait mise dans ce pétrin en premier lieu. « Excusez-moi », dis-je, ma voix coupant le silence comme un couteau. Tous se retournèrent pour me regarder. Adriana leva un sourcil, mais ne m'arrêta pas. Que se passerait-il si, au lieu de fermer des ailes, on cherchait des dons supplémentaires, des événements de collecte de fonds spécifiquement destinés à maintenir le traitement accessible aux familles à faible revenu? La famille Dubois pourrait égaliser chaque euro collecté. Le docteur Herrera me regardait comme si je venais de suggérer de voler sur la lune. Les autres membres du conseil semblaient confus quant à savoir s'ils devaient m'écouter ou m'ignorer. Adriana ne dit rien pendant 5 secondes complètes. Puis, « Sors de la pièce, Marina ». Mon estomac se creusa. Je me levai, marchant vers la porte avec des jambes qui me soutenaient à peine. J'avais duré exactement 1 heure et 12 minutes dans mon nouveau travail avant de tout gâcher complètement. Mais quand j'atteignis la porte, Adriana parla à nouveau. « Attends dehors, je te rappellerai dans 10 minutes. » Je fermai la porte derrière moi, respirant lourdement. Teresa était dans le couloir, son expression aussi neutre que jamais. « Combien pariez-vous qu'elle me renvoie avant le déjeuner ?» lui demandai-je. « Je ne parie pas, mademoiselle Castillo, » répondit-elle. « Mais si je le faisais, je parierais que vous durerez plus longtemps que vous ne le pensez. » Je la vis me regarder quand elle parla. Et ce n'était pas le regard qu'elle donnait aux gens avant de les détruire. C'était le regard qu'elle donnait à Monsieur Hector quand il la défiait. Teresa eut presque un sourire. Presque. C'est le regard de quelqu'un qui se souvient de ce que c'est d'être humaine. Exactement 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Le docteur Herrera sortit le premier, et quand il me vit, il hocha légèrement la tête. Respect, peut, être, ou gratitude. Les autres membres du conseil suivirent, tous avec des expressions moins tendues qu'au moment où ils étaient entrés. Adriana fut la dernière à sortir. Elle me regarda directement. « La prochaine fois que vous avez une idée pendant une réunion, » dit sa voix froide, mais pas furieuse. « Écrivez-la sur une note et faites-la passer. Ne pas interrompre. »« Oui, madame. » Cela dit, elle fit une pause. « Votre idée était bonne. Nous allons l'implémenter. L'hôpital recevra le million complet à condition qu'il collecte un autre million dans 6 mois. Nous égaliserons. » Je ne savais pas quoi dire. J'avais espéré être renvoyée, humiliée, détruite. « Merci, » murmurai-je. « Ne me remerciez pas. Hector aurait fait de même. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Et Marina, la prochaine réunion est dans 30 minutes. Préparez-vous. Ce ne sera pas aussi facile. » Alors que je la voyais s'éloigner, Teresa s'approcha de moi. « Bienvenue au manoir Dubois, mademoiselle Castillo, » dit-elle avec la plus infime touche de chaleur dans la voix. « Je pense que vous pourriez survivre ici après tout. »« Diendasa. »« Avera. Isam. » La 2e semaine au manoir Dubois, j'appris que l'enfer avait de nombreux visages, et tous portaient le visage de ma patronne. J'avais commencé à croire, dans un coin naïf de mon esprit, que madame Dubois voulait vraiment changer, que le moment au restaurant avait été un tournant, que les paroles de son mari défunt avaient planté une graine de transformation. Quelle idiote j'étais. C'était un mardi après-midi quand tout s'écroula. J'étais dans le bureau d'Adriana, en train de revoir la correspondance du jour, quand j'entendis des cris. Pas un cri singulier. Une voix féminine traversant les murs du manoir comme un couteau. « Je veux la voir. Je veux voir cette garce maintenant. » Je me levai d'un bond, mon cœur s'accélérant déjà. Teresa apparut à la porte. Son visage habituellement serein, maintenant tendu, avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Mademoiselle Castillo, Madame Dubois a besoin que vous… » Mais elle ne termina pas sa phrase car la porte du hall d'entrée s'ouvrit violemment et une femme fit irruption dans le bureau comme un ouragan humain. Elle avait une 40aine d'années, des cheveux sombres, décoiffés, des yeux gonflés de larmes. Et elle portait des vêtements qui avaient dû être élégants autrefois, mais qui étaient maintenant froissés, comme si elle avait dormi avec pendant des jours. Dans sa main droite, elle tenait une enveloppe manila. Dans sa main gauche, elle tremblait. « Claudia !» La voix d'Adriana sortit, froide comme la glace arctique, de son bureau. Elle ne bougea pas. Elle n'avait même pas levé les yeux de son ordinateur. « Vous n'avez pas de rendez-vous. »« Rendez-vous. » La femme, Claudia, rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son, seulement une douleur distillée sous forme de rire. « J'ai besoin d'un rendez-vous pour vous demander pourquoi vous avez détruit ma vie. » Maintenant, Adriana leva les yeux, et l'expression sur son visage me glaça le sang. Ce n'était pas de la surprise, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de l'ennui. De l'ennui absolu, comme si cette femme brisée devant elle n'était qu'une gêne mineure dans sa journée parfaitement planifiée.
Teresa, dit Adriana calmement. Appelez la sécurité. Non. Claudia s'approcha du bureau, jetant l'enveloppe devant Adriana. Des photographies se dispersèrent sur la surface d'acajou. Regardez-les, regardez-les. Pour la première fois, je vis Adriana hésiter. Ses yeux se posèrent sur les photographies. Et quelque chose de petit, mais d'incontestible, scintilla dans son expression. Je n'aurais pas dû le faire. Ce n'était pas ma place, mais je m'approchai suffisamment pour voir les images. Une fille, peut être 8 ou 9 ans, cheveux foncés en couette, sourire énorme montrant une dent manquante. Sur une photo, elle était sur une balançoire. Sur une autre, elle tenait une glace. Sur une autre encore, elle serrait une femme que je reconnus comme une Claudia plus jeune et plus heureuse. Son nom était Valeria, dit Claudia, et sa voix se brisa à chaque syllabe. Ma fille avait 10 ans. L'utilisation du passé me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Claudia, ce n'est pas approprié, commença Adriana. Ce n'est pas approprié. Claudia frappa le bureau avec ses 2 mains, faisant sauter les photographies. Savez-vous ce qui n'est pas approprié? Renvoyer une mère célibataire parce qu'elle a pris 3 jours de congé quand sa fille était à l'hôpital? Savez-vous ce qui n'est pas approprié? Mettre son nom sur une liste noire pour qu'elle ne puisse pas trouver d'autre travail. Savez-vous ce qui n'est pas... Sa voix monta jusqu'à devenir un cri. Que ma fille meure parce que je n'ai pas pu payer son traitement. Parce que vous m'avez tout pris. The like of crowd higher in the like assa. Le silence qui suivit fut si dense qu'il faisait mal à respirer. Je regardais Adriana. J'attendais, je ne sais pas ce que j'attendais. Choc, remords, horreur pour ce qu'elle avait fait, mais ce que je vis fut pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je vis rien. Claudia, dit Adriana, et sa voix était professionnelle, distante, comme si elle refusait une demande de vacances. Vous travailliez au service des finances, vous connaissiez les politiques. 3 absences non justifiées sont cause de licenciement immédiat. Ma fille est morte, et je suis sincèrement désolé pour votre perte. Mais il n'y avait aucune sincérité dans ces mots, juste des mots vides, mécaniques. Cependant, les règles existent pour une raison. Si je fais une exception pour vous, je devrais le faire pour tout le monde. Quelque chose en moi se brisa à ce moment-là. Ce ne fut pas un bris bruyant, ce fut silencieux, comme quand la glace mince cède enfin sous le poids. « Madame Dubois, dis-je. » Ma voix tremblait. « Pourrions-nous parler en privé ?» Adriana me regarda comme si elle venait de se souvenir que j'étais dans la pièce. « Marina, cela ne vous concerne pas. Avec tout le respect que je vous dois, et ma voix était plus ferme. Maintenant cela me concerne. Je suis votre assistante, et une partie de mon travail est de vous empêcher de faire des choses qui, je cherchais les bons mots, que Hector aurait détesté. Alangusanda, nakusis, gande. Dia gu, dia. Le nom de son mari défunt tomba dans la pièce comme une bombe. Le masque d'Adriana se fissura une seconde, juste assez pour que je voie quelque chose d'obscur et de tordu en dessous. Douleur, peut, être ou fureur. Ou les deux. Source, dit-elle à Claudia. Je n'ai pas fini. Si, vous avez fini. Et maintenant il y avait du feu dans la voix d'Adriana. Du vrai feu. Vous êtes entré dans ma maison sans invitation. Vous avez fait des accusations. Vous avez interrompu ma journée. La sécurité vous accompagnera à la sortie. 2 hommes de sécurité étaient apparus à la porte. Grands, intimidants, professionnels. Claudia me regarda alors, et dans ses yeux je vis quelque chose qui me hanterait pendant des semaines. Espoir. Espoir que moi, cette étrangère qui travaillait pour son ennemi, puisse faire quelque chose, n'importe quoi. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Je voulais juste que vous sachiez ce que vous avez fait. Je voulais juste que vous voyiez ma Valeria. Et finance das, veremos. Mazi veremos. » Les gardes la prirent doucement par les bras. Elle ne résista pas. Elle n'avait plus de combat en elle, seulement une douleur brute et épuisée. Alors qu'on l'emmenait, je ramassai l'une des photographies du bureau, celle de Valeria avec la glace. Son sourire était si pur, si plein de vie, et maintenant elle était morte. Morte il y a 10 ans parce que sa mère ne pouvait pas payer un traitement qui, pour Adriana Dubois, aurait été l'équivalent d'un pourboire dans un restaurant cher. « Lâche cette photographie », ordonna Adriana. « Je ne le ferai pas, Adriana. » Et j'utilisai son prénom pour la première fois. « Allez-vous vraiment vous asseoir là et prétendre que ce que vous avez fait à cette femme était bien? J'ai appliqué les politiques de l'entreprise, des politiques qui sont là pour des raisons spécifiques. Une enfant est morte. Une enfant est morte, corrigea Adriana. Et le fait que vous puissiez faire cette distinction grammaticale à ce moment me rend physiquement malade d'une infection médicale. C'est une tragédie, mais ce n'est pas causé par moi. Sérieusement. Je jetai la photographie sur son bureau. C'est ce que vous dites pour dormir la nuit.
Adriana se leva si vite que sa chaise roula en arrière. « Attention, Marina, vous franchissez une ligne. » Eh bien maintenant, je criais aussi. Tout le professionnalisme, toute la prudence que j'avais maintenue pendant 2 semaines s'évaporèrent. Parce qu'apparemment, quelqu'un doit franchir vos maudites lignes. Vous m'avez dit que vous m'aviez embauché pour vous arrêter, pour vous dire la vérité. Alors voici votre vérité. Je m'approchai de son bureau, la regardant directement dans ses yeux gris qui avaient perdu toute chaleur. Vous êtes exactement le monstre que votre mari craignait. Vous ne changez pas, vous n'apprenez rien. Vous êtes toujours la même femme qui détruit des vies sans sourciller. Parce que les politiques sont plus importantes que les personnes. Les règles sont plus importantes que la compassion. Votre putain de fierté est plus importante que la vie d'une enfant. Assez. Non. Et maintenant les larmes coulaient sur mon visage, mais je m'en fichais parce que, vous savez quoi? Je commençais à croire que être, juste être, il y avait quelque chose de sauvable en vous, que le discours sur Hector, sur vouloir changer, sur avoir besoin que quelqu'un vous arrête, que tout cela était réel. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes juste une femme seule qui veut se sentir mieux dans sa peau sans vraiment faire le travail d'être meilleure. 95. Yes, in 95. And then 5. Le silence qui suivit fut absolu. Même Teresa, qui était à la porte depuis tout ce temps, semblait avoir arrêté de respirer. Adriana me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Ce n'était pas de la fureur, ce n'était pas de la honte, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre. Quand elle parla enfin, sa voix était dangereusement basse. « Avez-vous terminé ?»« Oui, dis-je, en m'essuyant les larmes. J'ai terminé avec ce discours, avec ce travail, avec cette mascarade selon laquelle vous voulez vraiment changer. Bien. » Adriana marcha vers les baies vitrées, me tournant le dos. « Alors vous pouvez partir. Vous prendrez vos affaires et vous partirez ce soir. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû sentir que j'avais fait ce qu'il fallait. Mais tout ce que je ressentis fut le vide. Je me dirigeais vers la porte, mais la voix d'Adriana m'arrêta. « Marina. » Je me retournai. Elle me tournait toujours le dos, regardant la ville à travers la baie vitrée. « Cet enfant, dit-elle, et pour la première fois sa voix trembla, à peine perceptible. Son nom était Valeria Sandoval. Elle souffrait d'une maladie en phase terminale. Elle avait besoin d'une procédure médicale avancée qui coûtait 200 000 €. Sa mère a travaillé pour moi pendant 8 ans. Elle était bonne dans son travail, efficace. Elle n'a jamais rien demandé. Elle se retourna pour me regarder, et ce que je vis sur son visage me fit reculer d'un pas. Ce n'était pas le masque de glace, ce n'était pas l'ennui professionnel, c'était de la douleur, une douleur brute et sans filtre. Et je l'ai renvoyé parce que les règles disaient que je devais le faire, parce que j'avais construit un empire sur des règles et des structures et jamais d'exception. Parce que si je commençais à voir mes employés comme des personnes, comme des êtres humains avec des vies et des familles et des tragédies, sa voix se brisa. Alors je devrais admettre que j'ai construit mon empire sur les dos brisés de personnes exactement comme Claudia. Elle s'assit lourdement sur sa chaise, semblant soudainement beaucoup plus âgée que ses 63 ans. Valeria est morte il y a 3 ans, et je le savais. Claudia m'a envoyé un email quand c'est arrivé. Je n'ai pas répondu, je l'ai archivé, et j'ai continué ma vie comme si cela ne signifiait rien, comme si ta douleur ne signifiait rien. Elle se couvrit le visage avec ses mains, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis Adriana Dubois pleurer. Ce n'étaient pas des larmes délicates, c'étaient des sanglots qui secouaient tout son corps. Hector l'a su, je ne sais pas comment, mais il l'a su, et il m'a regardé différemment après ça, comme s'il avait enfin vu qui j'étais vraiment. Et il avait raison de le craindre. Il avait raison sur tout. Je ne savais pas quoi faire. Chaque instinct me disait de partir, de laisser cette femme brisée dans son bureau de millions d'euros avec ses larmes et sa culpabilité, de prendre ma dignité et de fuir avant de me noyer dans cette obscurité. Mais j'avais vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je reconnaissais parce que je l'avais ressenti moi-même. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était du désespoir. Le désespoir de quelqu'un qui voit enfin le monstre dans le miroir et ne sait pas comment l'arrêter. Lentement, je m'approchai de son bureau. Je ramassai la photographie de Valeria avec la glace. « Où est Claudia maintenant ?» demanda-je à voix basse. Adriana leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. « Quoi ?»« Claudia Sandoval. Où vit-elle? A-t-elle d'autres enfants ?»« Je travaille. Je ne sais pas. Après la mort de Valeria, elle a disparu. Personne ne sait où elle est. Trouvez-la. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Utilisez toutes vos ressources, tout votre argent, tout votre pouvoir. Trouvez-la, Marina. Je ne peux pas lui rendre sa fille. Non, interrompis-je. Vous ne pouvez pas.
Mais vous pouvez reconnaître ce que vous avez fait. Vous pouvez vous excuser, et vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'aider maintenant. Pas parce que cela changera le passé, mais parce que c'est ce qu'une personne décente ferait. Adriana me regarda pendant un long moment. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Teresa », appela-t-elle, sa voix encore rauque de pleurs. « J'ai besoin que vous trouviez toutes les informations sur Claudia Sandoval. Adresse actuelle, situation professionnelle, tout. » Teresa entra. Son expression prudemment neutre, bien que ses yeux montrassent la surprise. Immédiatement, Madame Dubois. Quand elle partit, Adriana et moi restâmes en silence. Finalement, elle parla. « Je veux toujours que vous partiez. » Mon cœur se serra, mais « Pas aujourd'hui », continua-t-elle. « J'ai besoin que vous soyez là quand nous trouverons Claudia. J'ai besoin que vous vous assuriez que je fais les choses correctement, parce que clairement laissé à moi-même, je trouverais un moyen de tout gâcher. Ce n'était pas des excuses, ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était quelque chose, un pas microscopique dans la bonne direction. « D'accord, dis-je, mais avec une condition. Laquelle ? Chaque fois que vous prendrez une décision qui affecte la vie de quelqu'un, que vous renverrez quelqu'un, que vous refuserez de l'aide à quelqu'un, que vous utiliserez votre pouvoir pour écraser quelqu'un. Je veux que vous vous souveniez de cette photographie. Je plaçais l'image de Valeria au centre de son bureau. Je veux que vous vous souveniez que les politiques et les règles et l'empire que vous avez construit ont des visages, des noms, des vies. And Alami Yousseva well. Adriana regarda la photographie pendant un long moment. Puis, avec des mains tremblantes, elle la prit et la plaça dans un cadre vide sur son bureau. Un cadre qui, je le réalisais, était resté vide depuis que j'avais commencé à travailler ici. « Valeria Sandoval », murmura-t-elle, « je ne l'oublierai plus. » Cette nuit-là, alors que je me préparais à partir, Gabriel apparut à la porte du bureau qui m'avait été assigné. « Maman m'a parlé de Claudia », dit-il, « et pour la première fois de ma vie, je suis fier d'elle. » Ses yeux brillaient. C'est étrange. Être fier de quelqu'un pour avoir enfin fait ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, admis-je. Peut être que certains monstres ne peuvent pas changer. Ou peut être, dit doucement Gabriel. Ils ont besoin de voir combien de dégâts ils ont causés avant de pouvoir commencer à les réparer. And in the Carla, and the Dua, and the Dua Carla, and the Now of Men. Il partit, me laissant seul avec mes pensées. Je ne savais pas si Adriana Dubois pouvait vraiment changer. Je ne savais pas si nous trouverions Claudia, ou si des excuses signifieraient quelque chose après 3 ans de douleur. Mais je savais une chose. J'avais vu Adriana Dubois se briser. J'avais vu les fissures dans l'armure, et à travers ces fissures, pour la première fois, j'avais vu quelque chose qui ressemblait à un être humain. La question était, serait-ce suffisant ? Trouver Claudia Sandoval prit exactement 48 heures. Quand vous avez les ressources qu'a Adriana Dubois, il n'y a pas beaucoup d'endroits où quelqu'un peut se cacher. Des enquêteurs privés, des contacts dans les banques, l'accès à des bases de données que des gens comme moi ne savions même pas qu'elles existaient. L'argent ouvre des portes, et quand ces portes ne s'ouvrent pas, l'argent les enfonce tout simplement. Claudia vivait en banlieue, dans un immeuble qui faisait ressembler le mien à un palais. 4e étage, pas d'ascenseur, des murs couverts de moisissures, des couloirs qui sentaient la nourriture frite et le désespoir accumulé pendant des décennies. J'étais debout devant la porte 4C avec Adriana à mes côtés. Aucune de nous n'avait parlé pendant le trajet en voiture. Le chauffeur nous avait déposés à l'entrée, et Adriana avait insisté pour monter les escaliers avec moi. Pas de garde du corps, pas d'avocat, juste nous deux. « Êtes-vous sûr de cela ?» lui demandai-je pour la 3e fois. Non, sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Mais je crois que c'est précisément le point, n'est-ce pas? Si j'étais sûr, cela signifierait que je ne comprends pas la gravité de ce que j'ai fait. Je frappais à la porte. Rien. Je frappais à nouveau, plus fort. Cette fois, nous entendîmes du mouvement à l'intérieur, des pas traînants, puis une voix rauque et prudente. « Qui est là, Madame Sandoval ?» dis-je, gardant ma voix aussi douce que possible. « Mon nom est Marina Castillo. Je suis venu avec quelqu'un qui a besoin de vous parler. C'est important. » Silence. Puis le bruit de plusieurs serrures qu'on ouvrait. La porte s'ouvrit juste d'une fente, tenue par une chaîne de sécurité. Le visage de Claudia apparut dans l'espace. Elle avait l'air pire que lorsqu'elle avait fait irruption dans le manoir. Des cernes plus profondes, une peau plus pâle, comme si les 2 derniers jours l'avaient consumée de l'intérieur. Et puis elle vit Adriana. Non. Le mot sortit comme un sifflement. Non, 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 non. Elle tenta de fermer la porte, mais je mis mon pied dans le cadre. « S'il vous plaît, suppliai-je.
Juste 5 minutes. Si après cela vous voulez que nous partions, nous le ferons. Je le promets. Qu'est-ce que vous pouvez m'enlever d'autre? Les yeux de Claudia étaient vitreux, mais pas de larmes, de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Vous m'avez déjà tout pris. Mon travail, ma dignité, ma fille. Je sais, dit Adriana, et sa voix était à peine un murmure. Et je ne suis pas venu pour vous demander pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Je suis venu pour vous dire que vous aviez raison. Surtout. Claudia nous regarda pendant ce qui sembla une éternité. Puis, lentement, elle ferma la porte. Nous entendîmes la chaîne être retirée. La porte s'ouvrit complètement. L'appartement était petit, une pièce qui servait de salon et de chambre, une kitchenette dans un coin, une porte qui menait vraisemblablement à une salle de bain. Les murs étaient nus, à l'exception d'une chose, des photographies de Valéria, des douzaines d'entre elles couvrant chaque centimètre disponible. Valéria bébé, Valéria le premier jour d'école, Valéria soufflant des bougies d'anniversaire, Valéria à l'hôpital avec la tête chauve à cause de la chimiothérapie, mais souriant bravement à la caméra. Un sanctuaire, c'était ce lieu. Un sanctuaire pour une fille morte. Adriana s'arrêta au centre de la pièce, regardant les photographies. Je vis son masque de contrôle. Cette armure qu'elle portait si naturellement commençait à se fissurer. Elle était belle, dit-elle enfin. Elle l'était. Claudia ne s'assit pas. Elle resta debout près de la porte, les bras croisés, comme si elle était prête à courir ou à se battre à tout moment. Intelligente aussi. Elle obtenait les meilleures notes de sa classe. Elle voulait être vétérinaire. Claudia, non. Claudia leva une main. Vous avez dit 5 minutes. Ne les gaspillez pas avec des mots vides. Dites ce que vous êtes venu dire. Adriana hocha la tête. Elle ôta ses gants. Un geste qui, j'avais appris, signifiait qu'elle baissait ses défenses, et elle les plaça dans son sac. Vous avez travaillé pour moi pendant 8 ans. Pendant ce temps, vous n'êtes jamais arrivé en retard. Vous n'avez jamais fait d'erreur grave dans vos rapports. Vous étiez efficace, professionnel et loyal. Et quand votre fille est tombée malade, quand votre monde s'effondrait, je vous ai renvoyé, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que mes politiques étaient plus importantes pour moi que votre vie. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. J'aurais pu faire une exception. J'aurais pu vous accorder un congé maladie. J'aurais pu aider avec les coûts du traitement. Dieu sait que l'argent ne signifiait rien pour moi, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais plus préoccupé par le maintien du contrôle, par ne pas montrer de faiblesse, que par voir la personne en face de moi. Claudia ne dit rien. Elle regardait juste Adriana avec une expression que je ne pouvais pas lire. Et après, continua Adriana, quand vous m'avez écrit au sujet de Valéria, j'ai lu ce courriel. Je l'ai lu 3 fois, et ensuite je l'ai archivé, et j'ai continué ma vie comme si cela ne signifiait rien, comme si votre douleur ne signifiait rien. Maintenant, les larmes coulaient sur le visage d'Adriana. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber librement. Je ne peux pas vous rendre votre fille. Je ne peux pas vous rendre ces 3 années. Je ne peux pas changer le genre de personne que j'étais. Mais je peux vous dire ceci. Vous aviez raison. Je suis responsable. Pas directement, pas légalement, mais moralement. Je suis responsable. Et cela me hantera chaque jour du reste de ma vie. Le silence dans l'appartement était absolu. Je pouvais entendre le trafic dans la rue en bas, le goutte à goutte d'un robinet quelque part, ma propre respiration. Puis Claudia parla, et sa voix était chargée d'années de douleur. Savez-vous ce qui est le pire? Ce n'est pas que vous m'ayez renvoyé. Ce n'est même pas que vous m'ayez mise sur cette liste noire pour qu'aucun autre endroit ne m'embauche. Le pire, c'est que quand Valéria me demandait pourquoi nous ne pouvions pas payer son traitement, je devais lui mentir. Je devais lui dire que tout irait bien quand je savais que ce ne serait pas le cas. Et dans ces derniers jours, quand elle était dans cet horrible hôpital public, elle m'a regardé et m'a dit « Maman, ça va, ce n'est pas ta faute. » Claudia s'essuya furieusement les yeux. Mais si, c'était ma faute. C'était ma faute de ne pas être assez forte pour me battre plus longtemps, d'accepter votre décision, de ne pas faire plus de bruit, de ne pas exiger justice. Et maintenant vous venez ici avec vos larmes et vos excuses. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Rien, dit Adriana simplement. Je ne suis pas venu en espérant votre pardon. Je suis venu parce que vous aviez besoin de l'entendre de ma bouche. Que vous aviez raison, que vous n'êtes pas folle, que votre fille est morte parce que j'ai valorisé les règles plus que les vies. Elle sortit une enveloppe de son sac, une enveloppe épaisse. Ce n'est pas un pot de vin, ce n'est pas une compensation, c'est, je ne sais pas ce que c'est, une tentative pathétique de faire quelque chose, n'importe quoi. Elle la posa sur la petite table. C'est suffisant pour vivre confortablement pendant des années, pour reprendre des études si vous le souhaitez, pour recommencer.
Claudia regarda l'enveloppe comme si c'était du poison. « Pensez-vous que votre argent arrange quelque chose ?»« Non, » répondit immédiatement Adriana. « Je sais que ça ne l'arrange pas, mais c'est la seule chose que j'ai à offrir. »« Ce que vous aviez à offrir, » dit Claudia, sa voix tremblant. « C'était de la compassion, de l'humanité, et vous me l'avez refusé quand j'en avais le plus besoin. Vous avez raison, arrêtez de dire ça. » Claudia explosa enfin. « Arrêtez de me donner raison. Battez-vous, justifiez-vous. Soyez le monstre que j'ai besoin que vous soyez pour pouvoir vous haïr proprement. » Mais Adriana secoua juste la tête. « Je ne vais pas faire ça parce que vous avez porté assez de douleur. Je ne vais pas ajouter le fardeau de mon ego aussi. » Claudia s'effondra alors. Littéralement s'effondra, tombant à genoux, des sanglots secouant tout son corps. Et à ma surprise totale, Adriana s'agenouilla à côté d'elle. Elle ne la toucha pas. Elle n'essaya pas de la consoler. Elle resta juste là, agenouillée sur le sol de cet appartement horrible, pleurant à côté de cette femme dont elle avait détruit la vie. Je restais figé près de la porte, me sentant comme une intruse dans ce moment de douleur partagée. Je ne sais pas combien de temps s'écoula, 5 minutes, 10, une éternité comprimée en moments. Finalement, Claudia parla, sa voix rauque. « Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. »« N'importe quoi, » dit immédiatement Adriana. « Je veux que vous créiez un fonds au nom de Valeria, pour les familles qui ne peuvent pas payer les traitements médicaux pour leurs enfants. Et je veux être impliqué. Je veux approuver chaque demande. Je veux m'assurer qu'aucune autre mère n'ait à choisir entre travailler et sauver son enfant. » Adriana leva les yeux, ses yeux rouges mais clairs. « Je le ferai. Je vous donne ma parole. »« Votre parole ne signifie rien pour moi, » dit Claudia durement. « Mais vous le ferez de toute façon, parce que sinon j'irai dans chaque journal, chaque chaîne de télévision, chaque plateforme qui m'écoutera, et je leur raconterai cette histoire. »« Vous n'avez pas besoin de me menacer, » répondit Adriana. « Je le ferai parce que c'est la bonne chose à faire. »« Et pourquoi ?» hésita-t-elle. « Parce que Hector aurait voulu que je le fasse. Et peut-être que si je fais suffisamment de choses qu'il aurait approuvées, un jour je pourrais me regarder dans le miroir sans me haïr. » Claudia prit enfin l'enveloppe, l'ouvrit. Je vis ses yeux s'écarquiller en voyant la somme. « C'est 1 million d'euros, » dit Adriana. « Pour vous. Le fonds Valeria sera supplémentaire. 10 millions initialement, plus chaque année. »« Pourquoi ?» murmura Claudia. « Parce que rien de tout cela n'aurait dû arriver. Et bien que je ne puisse pas changer le passé, je peux m'assurer que l'avenir soit différent. Nous sommes partis peu après. » Claudia ne nous a pas accompagnés jusqu'à la porte, elle est restée assise par terre dans son appartement, tenant l'enveloppe et regardant les photographies de sa fille. Dans la voiture du retour, aucune de nous n'a parlé pendant les 10 premières minutes. Puis Adriana brisa le silence. « Merci. »« Pourquoi ?» demanda-je. « Pour m'avoir forcé à faire cela, pour ne pas m'avoir laissé m'enfuir, pour être exactement ce dont j'avais besoin, même si je ne le voulais pas. »« Cela en valait-il la peine ?» demanda-je. « Vous sentez-vous mieux ?»« Non. » Sa réponse fut immédiate. « Je me sens pire parce que maintenant c'est réel. Avant, c'était juste quelque chose que j'avais archivé dans mon esprit. Maintenant, c'est une personne réelle, avec une douleur réelle que j'ai causée et avec laquelle je dois vivre. » « Eh bien, dis-je doucement, parce que c'est le début du changement. Pas se sentir mieux, mais sentir plus. » Adriana me regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect, ou peut être de la gratitude. Il était difficile de le savoir. Hector disait souvent quelque chose de similaire, murmura-t-elle. Il disait que j'avais construit des murs si hauts pour me protéger de la douleur, que je m'étais aussi bloqué de la joie, que j'avais choisi de ressentir moins plutôt que plus. Et maintenant, dit-elle en regardant par la fenêtre vers la ville qu'elle possédait pratiquement, je ressens trop, et c'est effrayant. Cette nuit-là, alors que je travaillais dans mon bureau, Gabriel apparut à la porte. Maman m'a parlé de Claudia, dit-il, et pour la première fois de ma vie, je suis fier d'elle. Ses yeux brillaient. C'est étrange, être fier de quelqu'un pour avoir enfin fait ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Je ne le sais pas, dis-je. Je pense que c'est humain. Il s'assit sur la chaise devant mon bureau, paraissant plus jeune pour ses 35 ans. Marina, croyez-vous vraiment qu'elle peut changer? Ou assistons-nous juste à un moment de culpabilité qui passera? C'était la question que je me posais depuis que nous avions quitté l'appartement de Claudia. Honnêtement, dis-je, je ne sais pas. Mais je sais ceci. Votre mère a eu le choix de faire simple, d'envoyer de l'argent par avocat, de rester distante, de protéger son ego. Et au lieu de cela, elle a choisi de s'agenouiller sur le sol d'un appartement horrible et d'admettre ses erreurs. Cela compte pour quelque chose. Gabriel hocha lentement la tête. Mon père serait d'accord avec vous. Après son départ, je restais seul avec mes pensées. Je pensais à Valeria, une enfant que je n'ai jamais rencontrée,
mais qui vivrait maintenant sur un cadre sur le bureau d'Adriana. Je pensais à Claudia, portant une douleur qu'aucune somme d'argent ne pourrait guérir. Je pensais à Adriana, enfin, apprenant à ressentir après des décennies d'engourdissement. Et je pensais à moi, à la façon dont j'étais arrivé ici, à si je faisais une réelle différence. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Merci de l'avoir amené, de l'avoir forcé à voir. Je ne pardonne pas, mais peux. Être qu'un jour je pourrais. Claudia. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. 3 semaines après la rencontre avec Claudia, la vie au manoir du bois avait trouvé un rythme étrange. Ce n'était pas la paix, ce n'était pas l'harmonie. C'était plutôt une trêve inconfortable où nous marchions tous sur des œufs, attendant la prochaine explosion. Mais elle n'arrivait pas. Adriana avait subtilement mais indéniablement changé. Elle disait « s'il vous plaît » et « merci » aux employés. Elle demandait des nouvelles de leur famille. Elle avait mis en place un programme de congé maladie payé dans toutes ses entreprises. Le fonds Valeria Sandoval avait été officiellement annoncé lors d'une conférence de presse où Adriana, avec Claudia à ses côtés, avait parlé ouvertement de son erreur et de son engagement à y remédier. Les médias la qualifiaient de « milliardaire au cœur ». Les réseaux sociaux célébraient sa transformation inspirante. Les demandes d'interview arrivaient par dizaines, et j'aurais dû être heureuse. J'aurais dû me sentir victorieuse. Mais quelque chose me rongeait de l'intérieur. Peut-être que c'était trop facile. Peut-être que les gens ne changeaient pas si vite. Ou peut-être que j'attendais juste que l'autre masque tombe. C'était un vendredi après-midi quand tout s'écroula. J'étais dans mon bureau, en train de consulter les demandes pour le fonds Valeria, quand j'entendis le cri. Pas un cri de douleur, mais de fureur absolue. « Comment osez-vous » La voix d'Adriana traversa les murs comme un missile. Je laissai tomber les papiers et courus vers son bureau. Teresa était déjà là, ainsi que Gabriel et 3 cadres qui semblaient vouloir disparaître dans le sol. Au centre de tout cela se trouvait un homme d'une trentaine d'années, costume froissé, visage pâle, tremblant visiblement. « Madame Dubois, j'ai seulement rien. » Adriana se tenait derrière son bureau, ses mains posées sur la surface, se penchant en avant comme un prédateur. « Vous avez perdu 3 millions d'euros à cause d'une erreur de calcul basique. Une erreur qu'un étudiant de première année d'université ne ferait pas. C'était un problème avec le logiciel. Je m'en fiche que ce soit le logiciel, votre incompétence ou une intervention divine. Le résultat est le même. 3 millions. » Je reconnus cette voix. Ce ton était la même voix qu'elle avait utilisée avec moi au restaurant. Froide, cruelle, conçue pour détruire. L'homme, Carlos, selon son badge d'identification, avait les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, Madame Dubois, j'ai 2 enfants. Ma femme est enceinte. Je ne peux pas perdre ce travail. Vous auriez dû y penser avant d'être aussi négligent, stupide. » Et voilà. Le mot qui coupait comme un couteau. Le mépris absolu. La déshumanisation. « Adriana !» Ma voix sortit plus forte que je ne l'avais voulu. Tous se retournèrent pour me regarder. Les cadres avec soulagement. Gabriel avec quelque chose qui ressemblait à un espoir désespéré. Teresa avec un avertissement dans ses yeux. Et Adriana. Adriana me regarda avec ses yeux gris qui étaient revenus à leur froideur habituelle. « Marina, cela ne vous concerne pas ?»« Si, cela me concerne. » Je marchais vers le centre du bureau. « Parce qu'il y a 3 semaines, vous vous êtes agenouillés sur le sol d'un appartement et vous avez promis que vous seriez différente. Vous vous souvenez? C'est différent. C'est des affaires. » C'est le cas. Je m'approchai. Parce que cela ressemble exactement à la façon dont vous parliez avant, quand vous avez renvoyé Claudia. Quand vous avez détruit ma carrière. Quand vous avez fait pleurer 2 serveuses avant même de me connaître. Un muscle se tendit dans la mâchoire d'Adriana. Cet homme a commis une erreur qui a coûté des millions. Et c'est une erreur. Je regardais Carlos. C'est la première fois que vous commettez une telle erreur. Oui, répondit-il rapidement. Je travaille dans l'entreprise depuis 5 ans. Mon bilan est impeccable. C'était un problème avec le logiciel de projection que personne n'a détecté jusqu'à... Adriana leva une main. Marina, sors de ce bureau. Pas maintenant. Le silence qui suivit fut si dense qu'il faisait mal à respirer. Pardon. La voix d'Adriana était dangereusement basse. Je dis, non. Vous m'avez embauché spécifiquement pour cela, pour vous arrêter quand vous étiez sur le point de faire quelque chose qu'Hector aurait détesté. Eh bien, me voici. Je vous arrête. Gabriel s'approcha alors, se plaçant à côté de moi. Sa voix tremblait, mais il parla. Marina a raison, maman. C'est exactement ce que tu faisais, ce que papa détestait. Distan, Agona Mabi. Adriana se tourna vers son fils, et quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Tu n'as pas le droit de parler de ce que ton père détestait. Non,
Et maintenant, il y avait des larmes dans les yeux de Gabriel. J'étais avec lui chaque jour de ces 6 derniers mois. Savez-vous ce qu'il m'a dit 2 semaines avant de mourir? Personne ne bougea. Personne ne respira. Il m'a dit, « Gabriel, ta mère était la femme la plus compatissante que j'ai jamais connue quand nous nous sommes mariés. Mais le pouvoir l'a changé, le succès l'a changé, et j'avais tellement peur de la perdre que je ne l'ai jamais arrêtée. C'est mon plus grand regret. » Une larme roula sur la joue de Gabriel. Il m'a fait promettre quelque chose. Il m'a fait promettre de ne pas faire la même erreur, de ne pas laisser la peur me paralyser pendant que tu deviens quelque chose d'irréconnaissable. Gabriel. La voix d'Adriana s'était adoucie, mais il ne s'arrêta pas. J'ai fait des cauchemars toute ma vie, maman. Des cauchemars où je deviens toi, où je traite les gens comme des objets jetables, où je valorise l'argent et le pouvoir sur l'humanité de base. Et chaque fois que je me réveille de ces cauchemars, je me promets d'être différent. Il s'essuya furieusement les larmes. Mais, vous savez ce qui est le plus effrayant? C'est que parfois, quand je suis sous pression, j'entends ta voix dans ma tête me dire d'être dur, de ne pas montrer de faiblesse, que les gens qui font des erreurs ne méritent pas de seconde chance. Il regarda Carlos. Et je dois lutter contre cette voix tous les jours. Leka Imaiwa, Del Kabia, Wihe, Amas, Elga. Le silence qui suivit fut rompu par un sanglot. Mais il ne venait pas de Gabriel, il venait d'Adriana. Elle se laissa tomber sur sa chaise, se couvrant le visage avec ses mains. Ses épaules tremblaient. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que je fais, bon sang ?» Je m'approchai lentement de son bureau. Les cadres avaient discrètement quitté la pièce. Il ne restait que nous, Gabriel, Teresa, Carlos et moi. « Adriana, dis-je doucement. Le changement n'est pas linéaire, ce n'est pas une décision unique que l'on prend, et c'est tout. C'est un choix que l'on doit faire encore et encore, surtout quand on est stressé, quand on a peur, quand on a l'impression de perdre le contrôle. » Elle leva les yeux. Son maquillage était coulé. Elle semblait vulnérable, humaine. « J'avais tellement peur, » admit-elle. 3 millions, c'est de la responsabilité. C'est une confiance rompue, et mon premier instinct fut de détruire, parce que c'est ce que je sais faire. Elle se tourna vers Carlos, qui était toujours debout près de la porte, paralysé. Carlos, combien d'années avez-vous travaillé ici? 5 ans, madame. Et pendant ces 5 ans, combien de fois avez-vous dépassé les attentes? Je pense que beaucoup. Mes évaluations ont toujours été excellentes. Other fast of the dancer, including on of the human, Mr. Adriana hocha lentement la tête, sortit la photographie encadrée de Valeria de son bureau. Elle la regarda pendant un long moment. 5 ans d'excellence ne devraient pas être effacés par une erreur, surtout une erreur causée par un défaut logiciel. Elle prit une profonde inspiration. Vous n'êtes pas renvoyé, Carlos, mais vous travaillerez avec l'équipe informatique pour nous assurer que ce problème ne se reproduise plus et vous suivrez une formation de vérification de système. L'entreprise paiera pour cela. Carlos semblait sur le point de s'évanouir de soulagement. Merci, madame. Merci. Moi et Carlos. Adriana l'interrompit. Je suis désolé de la façon dont je vous ai parlé, de vous avoir traité de stupide. Ce n'était pas professionnel, et ce n'était pas juste. J'espère que vous pourrez me pardonner. Maintenant, Carlos pleurait ouvertement. Il hocha la tête à plusieurs reprises en sortant du bureau. Quand la porte se ferma, Adriana regarda Gabriel. Ton père avait raison, surtout. Et toi, tu mérites une mère qui ne soit pas la protagoniste de tes cauchemars. Gabriel traversa le bureau et, à la surprise générale, serra sa mère dans ses bras. Elle se figea un moment, puis ses bras s'enroulèrent autour de lui, le tenant comme s'il était le petit enfant qu'il fut autrefois. « Je suis désolé », murmura Adriana dans ses cheveux. « Pour toutes ces années, pour toutes les fois où je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez bien, pour être devenue la raison pour laquelle tu fais des cauchemars. Vous pouvez être différente, maman, dit Gabriel. Vous venez de le prouver. Continuez juste à le choisir. » Plus tard dans la soirée, Adriana m'appela dans son bureau. Elle était seule, regardant par la fenêtre vers la ville. « Je pensais que ce serait plus facile, dit-elle sans préambule. Je pensais qu'une fois que j'aurais décidé de changer, je changerais simplement. Le vrai changement est la chose la plus difficile qui existe, lui dis-je. Parce que vous luttez contre des décennies de schémas, d'instincts, de mécanismes de défense. J'ai failli tout gâcher aujourd'hui, mais vous ne l'avez pas fait. C'est la différence. » Elle se retourna pour me regarder, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis quelque chose dans ses yeux. De l'espoir réel. Croyez-vous qu'Hector serait fier? Je pensais à l'homme qui avait passé 40 ans à aimer cette femme compliquée et brisée, qui avait vu sa transformation en quelque chose d'irréconnaissable, qui était mort en espérant qu'elle retrouverait son chemin. Je crois,
dis-je prudemment, qu'il serait fier que vous essayiez, et c'est tout ce que quiconque peut demander. 6 mois après cette nuit au restaurant La Perle Noire, je me tenais dans le même salon où tout avait commencé. Mais cette fois, je ne portais pas un uniforme bordeaux usé. Je portais une robe bleu marine qu'Adriana avait insisté pour m'acheter, et je ne servais pas de table, j'étais honoré. Le salon était plein. Plus de 200 personnes, entrepreneurs, philanthropes, familles qui avaient été aidées par le fonds Valeria Sandoval, journalistes des plus grands médias du pays, et à la table principale, Adriana Dubois, Gabriel et Claudia Sandoval ensemble. Le chemin jusqu'à ce moment n'avait pas été facile. Ce furent 6 mois de pas en avant et de pas en arrière occasionnels, de petites victoires et de rechutes douloureuses, d'Adriana apprenant vraiment à voir les gens plutôt que des ressources, à ressentir plutôt qu'à calculer, à être vulnérable plutôt qu'invincible. Mais nous y étions arrivés d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, nous y étions arrivés ici. Marina Castillo. La voix du présentateur résonna dans le salon. S'il vous plaît, venez sur scène pour recevoir le prix Valeria Sandoval de la défense de la dignité humaine. Mes jambes tremblaient en me dirigeant vers la scène. Les applaudissements étaient assourdissants, mais ce qui me fit pleurer fut de voir Claudia debout, applaudissant, des larmes coulant sur son visage. À ses côtés, Adriana était aussi debout, avec cette expression que j'avais appris à reconnaître, la fierté mêlée de gratitude. Claudia fut celle qui me remit le prix. C'était une sculpture en cristal, avec l'image de Valeria gravée. Cette photo de la glace qui était sur le bureau d'Adriana depuis des mois. « Merci », murmura Claudia en me serrant dans ses bras, d'avoir vu ce que tout le monde a décidé d'ignorer, de ne pas laisser le pouvoir gagner. Quand je pris le micro, je regardais le public. Je reconnus tant de visages. Teresa, qui m'avait donné cette première avertissement. Le chef Marco du restaurant, Carlos, l'exécutif qui a failli perdre son emploi, le docteur Herrera de l'hôpital. Et au dernier rang, presque caché, le gérant Ruiz de la Perle Noire, qui m'avait licencié il y a 6 mois. Je ne mérite pas ce prix, commençai-je, et ma voix résonna dans le salon. Car tout ce que j'ai fait, c'est ce que toute personne décente aurait fait. Dire la vérité quand le silence était plus pratique. Défendre la dignité quand il était plus facile de détourner le regard. Je fis une pause, organisant mes pensées. Mais si ce prix représente quelque chose, j'espère qu'il représente ceci. Qu'aucun d'entre nous n'est au-delà de la rédemption, que les personnes qui semblent des monstres sont souvent juste des êtres humains qui ont perdu leur chemin, et qu'à parfois, tout ce dont ils ont besoin, c'est que quelqu'un, n'importe qui, ose leur montrer le miroir. Je regardais directement Adriana. Il y a 6 mois, j'ai rencontré une femme que tout le monde craignait. Une femme qui avait bâti des empires, mais qui avait perdu son humanité dans le processus. Une femme que son propre mari craignait qu'elle ne soit devenue quelque chose d'irréconnaissable. Adriana ne détourna pas le regard. Ses yeux brillaient, mais elle gardait son sang-froid. Et aujourd'hui, cette femme est ici. Non pas parce qu'elle est parfaite, non pas parce qu'elle a effacé toutes ses erreurs, mais parce qu'elle a choisi chaque jour, d'être différente, d'être meilleure, d'être la personne que son mari a toujours su qu'elle pouvait être. Les applaudissements commencèrent lentement, puis grandirent jusqu'à remplir le salon. Adriana se leva et, à ma surprise, monta sur scène. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas au programme. Mais quand Adriana Dubois décidait de faire quelque chose, les règles cessaient d'avoir leur importance. Elle se plaça à côté de moi sur scène, prit un deuxième microphone et parla. « Bonsoir à tous. Je sais que je n'étais pas censé parler maintenant, mais il y a des choses qui doivent être dites. » Sa voix était ferme, mais douce. La plupart d'entre vous me connaissent sous le nom d'Adriana Dubois, l'entrepreneur, la milliardaire, la femme qui a bâti un empire à partir de zéro. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est combien j'ai perdu dans ce processus. Elle regarda Gabriel, qui lui sourit, plein d'espoir. J'ai perdu mon mariage, bien que mon mari ne m'ait jamais quitté. J'ai perdu la relation avec mon fils, bien qu'il ne m'ait jamais cessé de m'aimer. J'ai perdu mon humanité, bien qu'elle ait toujours été là, enterrée sous des couches d'ambition et de peur. Sa voix se brisa légèrement, et j'ai perdu. J'ai presque perdu l'opportunité d'être quelqu'un dont ma famille pourrait être fière. Quelqu'un dont je pourrais être fier moi-même. Elle se tourna vers moi. Marina m'a sauvé non pas avec des mots doux ou une compréhension douce, mais avec la vérité brutale qu'elle avait besoin d'entendre. Elle m'a montré le monstre que j'étais devenu, et puis, incroyablement, elle m'a donné l'opportunité d'être autre chose. Maintenant, les larmes coulaient librement sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Le fonds Valeria Sandoval, ce n'est pas seulement aider les familles avec des frais médicaux.
C'est ma promesse qu'aucune autre mère n'aura à choisir entre travailler et sauver son enfant. C'est ma reconnaissance que le pouvoir sans compassion n'est que de la cruauté déguisée en succès. Elle marcha jusqu'au bord de la Seine, regardant directement le public. Et je veux que tout le monde ici sache quelque chose. Si vous avez jamais travaillé pour moi et que je vous ai traité avec cruauté, si je vous ai renvoyé sans compassion, si je vous ai fait sentir moins qu'humain, je suis désolé. Profondément, sincèrement, complètement, je suis désolé. Now, my man's alkinde. Avise. Le silence dans le salon était absolu. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait changer l'avenir. Et c'était sa promesse à nous tous, à cette ville, aux milliers de personnes qui travaillent dans ces entreprises, que chaque jour, elle choisirait d'être meilleure, pas parfaite, mais meilleure. Elle descendit de scène et se dirigea droit vers Claudia. Devant 200 personnes, elle s'agenouilla. « Claudia Ndoval, je ne mérite pas votre pardon. Je ne le mériterai jamais. Mais je veux que vous sachiez que Valéria ne sera pas oubliée. Son nom sera dans chaque vie que nous sauverons, dans chaque famille que nous aiderons, dans chaque décision que je prendrai, me souvenant que les politiques ne sont jamais plus importantes que les personnes. » Claudia pleurait aussi. Maintenant, elle s'agenouilla devant Adriana, lui prenant les mains. « Vous ne pouvez pas me rendre ma fille, » dit Claudia, sa voix tremblant. « Mais vous pouvez vous assurer que sa mort n'ait pas été vaine, et vous le faites. Alors oui, Adriana, je vous pardonne. Pas parce que vous le méritez, mais parce que Valéria aurait voulu que je le fasse. » Elle pardonnait toujours. Elles s'embrassèrent alors, deux femmes unies par la tragédie, mais choisissant de construire quelque chose de beau à partir des cendres. Il n'y avait pas un œil sec dans ce salon. Gabriel monta sur scène ensuite, sa voix rauque d'émotion. « Mon père, Hector Dubois, a passé 40 ans à aimer une femme compliquée. Il m'a appris que le vrai amour ne signifie pas abandonner les gens quand ils sont difficiles. Cela signifie tenir un miroir pour qu'ils puissent se voir. Et s'ils refusent de regarder, cela signifie avoir le courage de s'éloigner. » Il regarda sa mère. « Marina a fait ce que mon père a toujours voulu que je fasse, mais j'avais trop peur. Elle a tenu le miroir fermement jusqu'à ce que maman n'ait plus d'autre choix que de regarder. Et papa, où que tu sois, je veux que tu saches. Elle y est arrivée. Maman a retrouvé son chemin. Après la cérémonie, alors que le salon se vidait lentement, je me retrouvais sur le balcon, regardant la ville. Les lumières brillaient comme des étoiles terrestres. Quelque part là dehors, des familles dormaient paisiblement parce que le fonds Valéria avait payé leur traitement. Il y avait des employés qui allaient travailler sans peur, parce que leur patron avait appris que l'humanité compte plus que les profits. Belle vue, n'est-ce pas? Je me retournai. Adriana était là, avec 2 coupes de champagne. « Elle laisse, convenis-je, en prenant une coupe. Claudia m'a demandé si je voulais être la marraine de son prochain projet, » dit Adriana doucement. Elle écrit un livre sur Valéria, sur le deuil, sur le pardon. Et j'ai dit oui, et que j'utiliserai tous mes contacts pour m'assurer qu'il soit publié, qu'il parvienne à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre que la perte ne doit pas vous définir, que vous pouvez choisir de construire quelque chose de beau, même à partir de la perte la plus dévastatrice. Nous avons bu en silence pendant un moment. « Marina, il y a quelque chose que je dois te demander. »« Quoi? Pourquoi l'avez-vous fait vraiment? Pourquoi avez-vous tout risqué? Votre travail, votre avenir, votre sécurité pour confronter une femme qui pouvait vous détruire. » Je pensais à cette nuit au restaurant, au verre qui se brisait, à la décision de choisir la dignité plutôt que la sécurité. Parce que, dis-je finalement, j'avais vu trop souvent comment le pouvoir écrasait les bonnes personnes. J'avais travaillé pour des patrons qui traitaient les employés comme des objets jetables. J'avais vu des collègues pleurer dans les toilettes. Je regardais Adriana droit dans les yeux, et j'étais fatigué. Fatigué d'être invisible. Fatigué que des gens comme moi doivent accepter les mauvais traitements parce que nous avions besoin des emplois. Fatigué d'un monde où l'argent achetait le droit d'être cruel. Alors vous avez décidé de le changer. J'ai décidé d'essayer. Je ne savais pas si ça marcherait. Honnêtement, je m'attendais à être détruite. Adriana sourit. Un sourire réel, chaleureux. Vous savez, Hector disait souvent que les personnes les plus courageuses ne sont pas celles qui n'ont pas peur. Ce sont celles qui ont peur, mais qui agissent quand même. Vous êtes cette personne, Marina. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire, mais ne le fais pas. C'est le point. La plupart des gens choisissent la sécurité, choisissent le silence, choisissent de détourner le regard. Vous avez choisi d'affronter le monstre. Elle se tourna pour me regarder complètement. C'est pourquoi je veux vous offrir quelque chose, pas en tant que votre patronne, mais en tant que votre partenaire. Mon cœur s'accéléra. J'ai pensé à élargir le fonds Valéria, à en faire une fondation complète, une qui n'aide pas seulement avec les frais médicaux, mais qui milite aussi pour des changements dans les politiques de travail, pour des protections pour les employés,
pour la responsabilité d'entreprise. Et j'ai besoin de quelqu'un pour la diriger, quelqu'un qui comprend ce que ça fait d'être de l'autre côté du pouvoir. Adriana, je n'ai pas d'expérience. Vous avez mieux que de l'expérience. Vous avez la conviction, vous avez le courage, et vous avez la confiance des gens que nous voulons aider parce qu'ils savent que vous êtes l'une d'entre eux. Elle tendit la main. Qu'en dites-vous, Marina? Voulez-vous changer le monde avec moi? Je regardais sa main tendue. 6 mois plus tôt, cette femme avait été mon ennemi, mon cauchemar, le symbole de tout ce qui n'allait pas avec le pouvoir et le privilège. Maintenant, elle était quelque chose de différent. Pas parfaite, jamais parfaite, mais essayant, s'efforçant, choisissant chaque jour d'être meilleure. Oui, dis-je, prenant sa main, mais avec une condition. Laquelle? Si jamais vous recommencez à devenir la vieille Adriana, si vous commencez à traiter les gens comme des objets, si vous oubliez pourquoi nous faisons cela, promettez-moi que vous écouterez quand je vous le dirai, que vous ne me renverrez pas, que vous ne me réduirez pas au silence. Adriana serra ma main fermement. Je le promets, en mémoire d'Hector, en l'honneur de Valeria. Je le promets. Cette nuit-là, alors que je me préparais à partir, Gabriel me trouva dans le parking. Marina, attends. Je me retournai. Il avait l'air plus léger d'une manière ou d'une autre, comme si un poids qu'il portait depuis des années s'était enfin levé. Je voulais juste te dire merci de m'avoir rendu ma mère, de m'avoir appris que le courage ne vient pas toujours de grands gestes. Il vient parfois simplement de dire la vérité quand tous les autres mentent. Ton père serait fier de toi, Gabriel, de vous deux. Il sourit. Un sourire qui ressemblait beaucoup à celui d'Adriana quand il était sincère. Je sais, et je pense que je peux enfin dormir sans cauchemar, alors que je rentrais chez moi cette nuit-là dans ma propre voiture. Maintenant, pas en transport en commun. Je pensais à tout ce qui avait changé en 6 mois. J'avais commencé comme une serveuse anonyme dans un restaurant chic, servant des gens qui ne me voyaient jamais vraiment. J'avais fini comme directrice d'une fondation qui changerait des milliers de vies. J'avais rencontré Adriana Dubois comme un monstre. Maintenant, je la connaissais comme un être humain compliqué qui avait perdu son chemin, mais avait trouvé le courage de le retrouver. Et j'avais appris quelque chose de fondamental. Que le vrai changement est possible. Pas facile, pas rapide, pas parfait, mais possible. Quand les gens sont prêts à se regarder dans le miroir, quand ils sont prêts à admettre leurs erreurs, quand ils sont prêts à choisir encore et encore d'être meilleurs. Cette nuit-là, avant de dormir, je reçus un message d'Adriana. Hector avait raison sur tout, mais surtout sur ceci. Les bonnes personnes arrivent au moment exact où vous en avez besoin. Merci d'être arrivée, Marina, d'être restée, de ne pas avoir abandonné avec moi quand il aurait été plus facile de le faire. Ah, répondis-je simplement. Merci d'être prête à changer. C'est la chose la plus difficile de tout. Et alors que je fermais les yeux, je pensais à Valeria Sandoval, une enfant que je n'ai jamais rencontrée, mais qui avait tout changé, dont le nom signifiait maintenant l'espoir, au lieu de la tragédie, dont le sourire sur cette photographie avec la glace. Je me souviendrai pour toujours que derrière chaque politique, chaque décision, chaque action, il y a des vies réelles, des personnes réelles qui méritent d'être vues, d'être valorisées, d'être traitées avec dignité. Et si une serveuse et une milliardaire pouvaient apprendre cette leçon ensemble, alors peut être, juste peut être, le monde le pourrait aussi.